Bonjour à tous, bon sabbat. Euh, Ça fait plaisir de vous voir. Alors, je vois pas tout le monde, je vois qu'Estelle et Kat est dans sa caméra. Euh, Bonjour donc à tous. Je vous souhaite un bon sabbat, bonne continuité de sabbat. Je vous invite aujourd'hui à voir ensemble, continuer à voir les vêpres comme ce qui était prévu, ce qui est prévu dans ce format-là. Donc je vous invite à commencer par la prière et ensuite on va directement rentrer dans le sujet. On va prier donc. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous accordes, que tu puisses purifier nos cœurs, nos esprits pour pouvoir comprendre ton message. Merci de nous permettre de pouvoir bien échanger en ce moment que tu nous proposes. Merci encore de nous fortifier, de nous aider à pouvoir passer ce moment ensemble et avec toi. Merci de ton amour, de ta force et de ta patience envers nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, donc on va continuer les vêpres. Nous nous étions arrêtés sur la vêpre 3, donc maintenant nous sommes à la vêpre 4. On va voir un petit peu ensemble le déroulé de ce qu'on va voir. Donc la vêpre 4 sera vue en 2 fois. Il y aura moi et il y aura Natacha qui vont la couvrir. Natacha, ça va prochain si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va voir un petit peu la table des matières ensemble et ce qu'on va voir un petit peu et voilà. J'attends bien sûr votre participation de tous. Souvenez-vous que c'est un moment qu'on a vraiment pour chacun d'entre vous, que vous compreniez ou non, que vous ayez des difficultés. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à partager, à échanger et à poser des questions. Alors, nous allons commencer avec... Je vais essayer de partager mon écran si j'y arrive. Est-ce que là, vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Ok. Alors, j'ai juste... on va voir ça un petit peu pour qu'on puisse se repérer sur la vêpre et savoir qu'est-ce qu'on va couvrir. On ne pourra pas tout couvrir malheureusement aujourd'hui. Premièrement parce que Natacha continuera également cette étude, mais également parce que sur la partie que je vais présenter, on ne va pas tout pouvoir voir aujourd'hui. Alors, le sujet de la vêpre, c'est 2018 et l'éthos conflictuel de la droite et de la gauche. Alors, c'est un titre qui peut paraître un peu compliqué en soi, mais on va voir pourquoi est-ce qu'on parle de l'éthos de la droite et de la gauche. On l'a déjà abordé dans la dernière vêpre, dans la vêpre numéro 3 de cet éthos. Et on va voir pourquoi est-ce qu'il est relié à 2018 et quel est cet éthos et qu'est-ce que ça implique vraiment. Là, l'ancienne thèse rentre vraiment un peu plus dans le sujet de c'est quoi cet éthos de la gauche, de la droite, le changement gauche-droite, etc. Alors, si on passe sur la table des matières, il y a différents grands thèmes qui sont ici en majuscules. Ensuite, là, c'est des sous-titres, si je puis dire. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, il y a résumé du point de départ. Donc là, elle résume un petit peu tout ce qu'elle a vu, notamment l'histoire de 88, la méthodologie, etc. Avec plein de différents petits sous-titres. Ensuite, que soutiennent ici la droite et la gauche. Donc là, c'est là qu'elle va rentrer dans l'éthos. Et ensuite, elle va parler de la liberté et de l'égalité et va donner un exemple qui est donc le Masterpiece Cake Shop et avec la commission des droits civiques du Colorado. Donc cette partie d'exemple de ce cas juridique et plus de la liberté et égalité seront plus vues par Natacha. Elle reprendra bien sûr certains autres points, mais cette dernière partie ici, sur cette page, je ne vais pas vraiment les couvrir parce que c'est un grand sujet et j'aurai pas le temps de rentrer dans tous les exemples. Mais on va mettre la base aujourd'hui. Ce qu'on va voir donc, c'est cette introduction. On va revenir un petit peu sur les vêpres dernières, sur la méthodologie pour voir si on a tous compris. Et ensuite, rentrer dans l'éthos de la droite et de la gauche plus précisément. Est-ce que ça vous va? Alors, lorsqu'on parle bien sûr de l'histoire de 88, tout ce qui est méthodologie,
Tess en a beaucoup parlé. On peut parfois se demander quel est le lien, parce que c'est vrai que une des choses que j'ai remarqué personnellement, c'est qu'on essaie de vraiment rentrer dans les vêpres. Que ce soit, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la première ou la deuxième vêpre. À un moment, il est question des 2520, etc. Donc on essaie vraiment de rentrer et d'expliquer peut-être pour les personnes qui ne comprennent pas trop, etc. C'est quoi les 2520, etc. Et on peut rentrer tellement profondément dans le sujet dans ce sujet particulier qu'évoquent les vêpres qu'on oublie pourquoi est-ce que même ce sujet, par exemple, des 2520 a été présenté. On peut se dire, ok, mais pourquoi en fait est-ce qu'elle parle de ça? Quel est le lien? Quel est faut prendre du recul et se dire pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Parce que souvent on est trop plongé sur un détail en particulier et on oublie le fil de l'histoire en soi. Alors pour ceux, je vais vous poser une question. Pour ceux qui ont, alors soit qui sont uniquement arrivés avec nous qu'à la Vêpre 4 et qui n'ont pas forcément avancé dans leurs études personnelles plus loin, ou pour ceux également qui ont pu avancer plus loin, c'est quoi les vêpres en fait? Pas forcément la définition des vêpres, mais qu'est-ce que les vêpres veulent nous enseigner? Pourquoi il y a les vêpres? C'est pour nous montrer quoi? Parce qu'ok, on parle de lecture latérale, on parle de 1888, on parle de simple versus compliqué, dont on parle beaucoup. Mais pourquoi? C'est quoi le but des vêpres? Faire découvrir la route. Alors attendez, excusez-moi, j'arrête le partage, j'ai oublié. Alors, Gérard, tu disais? Faire découvrir la route, la véritable route qui nous mène à la loi du dimanche. Ok, donc ça nous présente la loi du dimanche et comment y arriver. Ok? Est-ce qu'il y a une autre réponse? Ou la même ou... Vas-y, à vous. Qu'est-ce que les vêpres nous enseignent? Alors, j'ai entendu tout ce qu'est la loi du dimanche, c'est ça? Ce qu'est la loi du dimanche. Ok. Et son caractère. Alors, je vais mettre la loi du dimanche. Gérard, t'avais dit en gros comment on y arrive? Elle veut dire la véritable nature de la loi du dimanche. Ok. Donc ça et la nature. Sa nature. Donc comment y arriver, Gérard, si j'avais bien résumé ce que tu avais dit, et la nature de la loi du dimanche. Ok. Quelqu'un d'autre avait parlé, je crois. Oui, c'était moi, c'est Viviane. C'était les deux spectres politiques qui sont divisés en deux parties. L'aile gauche des démocrates et l'aile droite des républicains. Alors, j'ai pas bien Veuillez entendu. couper votre micro, s'il vous plaît. Je sais pas si c'était quelqu'un qui parlait. Tu m'as Ou... entendu, je sais pas. Oui, je t'ai entendu. Du coup, c'est quelqu'un à parler après. Je savais pas s'il voulait parler ou. Donc la droite et la gauche, en effet. Et on va voir pourquoi. Pourquoi? Bon, je pense que pour certains, c'est peut-être le lien est peut-être fait ou pas, ou peut-être fait une fois qu'on va le rappeler. Vous allez me dire ah oui, c'est vrai. Donc on a cette loi du dimanche, la nature, etc. On y arrive. Donc du coup, comment est-ce qu'on va y arriver? La droite et la gauche qui nous sont présentées. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ou pas? Est-ce que vous avez d'autres idées? Non? C'est bon? Personne? Alors, Oui, Marlène, on comprend qu'il y a plusieurs acteurs dans la loi du dimanche. ok. Donc là, je vais rajouter à la loi du dimanche les acteurs. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par acteur? Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Oui, c'est pour montrer que tout au long des vêpres, on voit qu'il y a plusieurs acteurs, c'est-à-dire que ce qu'on ne savait pas auparavant, parce que pour nous c'était sabbat versus dimanche, alors que là on voit qu'on va trouver des libertaires, on va trouver lorsque des partis politiques extrême droite, extrême gauche, toutes ces personnes qui ont un rôle à jouer. D'accord. Donc en fait, tu es en train de dire qu'en comprenant la nature, ben, on comprend mieux c'est qui les acteurs de la loi du dimanche. C'est ça? Oui, oui, Ok. oui, c'est ça. Très bien. C'est ça. On comprend la nature, ben, on comprend les acteurs, on comprend ce qu'on doit rechercher, les événements historiques, les événements externes, etc. On comprend mieux tout ce qui est autour de ça. Ok?
N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres idées qui vous viennent à l'esprit. On va voir maintenant, souvenez-vous, dans cette première partie, si on peut dire, de cette vêpre numéro 4, l'ancienne Tess revient sur la lecture latérale, les sources d'information, les bonnes sources d'information, les sujets prophétiques qui nous ont fait passer de la droite à la gauche, la préparation de la loi du dimanche, etc. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, on va revoir un petit peu tout cet historique, cette présentation qu'elle nous fait, cette méthodologie qu'elle nous présente, qu'elle a présentée durant les 3 dernières vêpres. Et donc, on va reprendre brièvement ici, rapidement. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans beaucoup de détails, mais il y a des choses, malgré tout, je pense, qui sont rentrées au fur et à mesure dans notre esprit parce qu'on les répète assez souvent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter, je vais noter ici, on a j'ai mis 3 hein, pour mettre les 3 premières vêpres qu'on a vues. Donc par exemple, ce qu'on va faire, vous allez me donner quels sont les thèmes ou les éléments qui correspondent à la première vêpre, à la deuxième vêpre, à la troisième vêpre. Bien sûr, ça se recoupe parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle répète, mais quels sont les éléments qu'elle présente par exemple dans la première vêpre? Est-ce que vous vous souvenez? Pas forcément tous les points, juste un point. Je vois pas tout le monde qui est connecté, mais allez-y. Ok. Donc là, on a histoire simple versus complexe. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour la première vêpre? Je pense que les 4 points qui de l'aile droite à l'aile gauche, c'est dans la première, ça, oui. Elle les présente pas dans la première, c'est pas dans la première. Non, c'est pas. Ah, mais C'est pas, elle le présente, mais pas dans la première. En effet. Je pense que si on met ça, ça résume bien la première vêpre. Elle prend des exemples, elle prend des histoires avec Daniel 1140, etc. Les différents exemples pour cette histoire simple et compliquée. Maintenant, deuxième vêpre, est-ce que vous vous souvenez ou pas? La complexité de Daniel 1141. Alors, elle va présenter Daniel 1141. Et elle va répéter, en répétant donc, le simple. Elle va se servir de l'histoire simple et compliquée. Exactement. En fait, elle a posé une base. Et cette base-là, elle va l'utiliser pour expliquer cet exemple-là. En fait, elle va utiliser l'exemple de Daniel 1141 à travers ce point qu'elle a présenté dans la première. En sachant bien sûr que ça, c'était la deuxième. Hein, parce qu'on n'a pas eu la première, elle n'avait pas été filmée. C'est pour ça qu'on rentre tout de suite dans le sujet de 88, sans forcément qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'elle parle de 88. Et on sait que c'est également histoire simple compliquée, mais du coup, il nous manque la première vidéo des vêpres. Alors, elle nous répète cette histoire de simple et compliqué. Donc en fait, là, on est dans une histoire de répétition et d'élargissement. Elle essaie vraiment de nous faire comprendre ça. On va voir pourquoi. La troisième vêpre. Viviane, du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qui est dans la troisième vêpre. Oui, je me rappelle plus. Ah ben voilà, c'est ça, la transition entre l'aile de droite à l'aile gauche. Transition droite-gauche, je vais mettre. Et il y avait donc 4 sujets qu'elle présente. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'elle présente? Il y a un autre petit point qu'elle présente, pas énormément. Elle introduit pour la quatrième vêpre. Est-ce que vous savez ou pas? Elle va introduire l'éthos. Elle va commencer à introduire l'éthos par rapport à la droite et à la gauche. Vu qu'on parle ici de transition, elle va commencer à présenter l'éthos. Donc l'éthique, la morale de la droite et de la gauche. Donc là, elle nous présente en fait, on voit qu'on a pas mal avancé du sujet de simple complexe jusqu'à la transition droite-gauche. Mais malgré tout, on a avancé mais pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a quand même avancé mais on a malgré tout répété beaucoup de points
pour nous permettre vraiment d'avoir une base sur laquelle on peut vraiment avancer. Alors, lorsqu'on voit par exemple l'histoire simple et compliquée, on peut comprendre le lien qu'il peut y avoir. Donc on comprend qu'il y a une histoire qu'on croit qu'est simple, qu'on croit qu'est claire, qu'on croit qu'est limpide, et finalement c'est pas le cas. En fait, la raison pour laquelle elle présente ça, c'est pourquoi. Rapidement, on va pas rentrer dedans, mais pourquoi? Souvenez-vous, on a dit que c'était quoi le thème des vêpres principal? Il y en a d'autres, mais c'est quoi le thème principal, on a dit? Révéler la nature de la loi du dimanche. Exactement, c'est la loi du dimanche. Donc pourquoi est-ce que dans le contexte de la loi du dimanche, elle nous présente le simple versus le compliqué? Pour nous montrer que ce que nous avons compris, il y a plus de détails qui sera donné lorsqu'on rentre en profondeur. Exactement. Qu'en fait, c'est plus complexe que ce qu'on pense. C'est pas forcément sabbat dimanche parce que ça s'appelle la loi du dimanche. C'est vraiment, elle nous introduit ça à travers des exemples pour pouvoir l'amener à Daniel 11, 41, donc à la loi du dimanche automatiquement, et présenter ensuite, représenter le simple et le complexe, et passer ensuite à la transition de la droite et la gauche. Donc là, elle rentre plutôt dans la nature et les acteurs de la loi du dimanche. Elle essaie de comprendre et de nous faire comprendre, ok, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc maintenant, on va voir quelle est la nature, quels sont les acteurs. Donc elle rentre dans la droite et la gauche, et elle commence à introduire l'éthos. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Est-ce que vous vous souvenez, on va faire un petit point rapidement également sur les 4 sujets prophétiques qu'elle a présentés dans les vêpres numéro 3, les 4 sujets prophétiques. Elle a donné un autre nom aux 4 sujets prophétiques, qu'on connaît bien. Ces 4 sujets prophétiques, c'est quoi? Est-ce que vous savez? La question, je ne sais pas si elle est très bien formulée, mais voilà. Les 2 sources d'information. Ces 4 sujets, ce sont les sources d'information. Les sources d'information qui vont nous aider donc à faire ce changement de droite vers la gauche. Les sujets qui vont nous permettre, que ce soit externe ou interne, les sources d'information qui nous permettront donc de faire ce changement, cette transition. Alors, est-ce que vous vous souvenez quels étaient donc ces 4 sujets? Il y a les 2 sources d'information. On voit là, c'est bon? Vous voyez sur le tableau? Oui. Ok. La majorité morale. Alors, Marlène, tu avais dit les 2 sources d'information. 2 sources d'information, oui. Alors, c'est pas un sujet, c'est pas un des 4 sujets, parce que ces 4 sujets-là, les sujets sont eux-mêmes la source d'information. Mais ces sources d'information vont être divisées en 4, il y a 4 éléments, 4 sources d'information, 4 éléments de sources d'information qui vont nous permettre de faire la transition. Je sais pas si j'ai été claire? Oui. Ok. Donc il y a la majorité morale, il y a Ipsos. Alors n'hésitez pas à tous à participer. Hein. Ipsos, t'as dit en deuxième? Oui. Ok. Et il y a la ligne des Nétiniens. La ligne des Nétiniens et 1913, la formalisation de l'espace. La formalisation. tout à fait. 96 et donc là après Nétiniens. Mince. Ok. Alors, on va pas forcément rentrer dans tous les détails. On voit dans l'histoire de la majorité morale, on va voir par exemple que ils se battent contre des ennemis, qu'ils ont une bataille contre laquelle ils se lancent. Donc que ce soit une bataille raciale, une bataille, ils ont toujours cet ennemi. Et donc on va voir le shift, le changement qu'il va y avoir sur leur lutte, sur la lutte qu'ils vont avoir.
sur l'histoire d'Ipsos. Comment est-ce que l'histoire d'Ipsos, alors brièvement, hein, nous permet de savoir qu'on doit changer politiquement? Est-ce que quelqu'un voudrait apporter un élément? Je sais qu'en 1996, on a l'élection de Trump il y a cette bataille entre Trump et Clinton. Mhm. Et aussi, ça nous montre, bon, je ne vais pas rentrer dans les tout détails, c'est assez long. On sait que Trump, c'est du côté conservateur et Clinton, c'est du côté libéral. Donc, nous sommes emmenés parce qu'on voit que il y a la dictature et qu'il faut changer. Bon, tout ça, comme l'étude est très longue, il fallait passer par la ligne de la révolution. C'est pourquoi je dis que c'est extrêmement. Mais j'ai bien compris on avait un choix à faire. Il fallait passer du côté conservateur au côté libéral. Ok. Donc cette ligne d'Ipsos nous présente différentes batailles. La ligne en entier nous présente la bataille d'Ipsos, qui nous présente donc l'élection de 2016, où on voit effectivement les deux partis qui se battent. Pourquoi, bien sûr, on se dirait, pourquoi est-ce que la Bible nous présente comme étant un événement important l'élection? C'est qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est qu'il y a des acteurs importants pour la loi du dimanche, sinon ils ne nous auraient pas présenté cette ligne. Donc on commence à rentrer dans toute cette histoire. Ensuite, 1996, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait l'expliquer brièvement? Sinon, je vais donner des noms, si vous ne voulez pas participer. Il nous montre l'ère d'information dans laquelle on est, Ok. à travers donc, les deux grands médias, qui sont l'un et l'autre soutenus soit par la droite conservatrice ou l'aile gauche dite libérale. Donc, par exemple, il va nous montrer l'arrivée de Fox News, conservateur, et Yahoo, Google, etc., libéral ou CNN. Et 96, donc, va être schématisé par CNN ou Fox News, ou bien en interne les deux clubs. Donc on voit au début de notre ligne ces deux sources d'information et cette guerre dans laquelle on se trouve, la guerre d'information. Tout à fait. On voit deux sources d'information qui... Ça affecte les Nétiniens et les Lévites. Pardon? Ça affecte les Nétiniens et les Lévites. Tout à fait. Ce qui conduit Ça en fait... affecte, je dirais plus, Gérard, Oui. c'est sur notre ligne 96, donc ça nous affecte nous aussi, les prêtres, parce que la ligne des Nétiniens commence en 2014 et celle des Lévites, elle commence en 2001. Donc premièrement, c'est nous que ça affecte. Tout à fait, tout à fait. Mais on voit malgré tout l'impact que ça va avoir, bon, des années plus tard, même si leur ligne n'avait pas commencé, la ligne des Nétiniens, qui en fait va commencer à avoir un temps de la fin, va commencer à avoir un message qui va lui être donné, sachant que ce message en 2014, nous, on n'est pas tourné vers le monde, on ne va pas encore vers le monde, et bien en fait ça nous fait réfléchir et ça fait nous dire mais quel est ce message qui est juste, qui est bon parce que c'est le message que Dieu envoie, quel est ce message qui va les réveiller, mais qui ne vient pas de nous en fait, qui ne vient pas de l'interne, qui vient de l'externe. Donc ça nous reconduit à travers les sources d'information, à travers la source externe, etc. Et donc ça nous dit, ok, il y a deux sources, il y a un bon côté, il y a un bon message, il y a un mauvais message en externe. Et donc, il faut bien se positionner, donc soit à gauche, soit à droite. Donc on voit que tous ces sujets nous ramènent, c'est du rappel, mais tous ces sujets nous ramènent à changer de la droite vers la gauche. Alors, on va rentrer maintenant donc dans cette quatrième vêpre avec l'éthos et la droite et l'éthos de la droite et la gauche. Donc, si on y rentre plus en profondeur, si on peut dire, donc on ne rentre pas forcément dans la lecture latérale parce que c'est un point qu'on a déjà vu dans les précédentes vêpres.
Alors, À moins qu'Elisa, il y ait quelqu'un qui ne sache pas c'est quoi, peut-être oui. tu pourrais demander pour t'assurer. Si vous voulez qu'on reprenne un peu plus la lecture latérale en lien avec tout ça, pourquoi est-ce que par rapport à la loi du dimanche, etc., on a besoin d'une lecture latérale? C'est à vous. On peut reprendre brièvement le point, il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment à vous de parler ou de mettre sur le chat. Moi, je veux bien, s'il te plaît. Ok, Ça va. d'accord. Alors, dans... Attendez que je revienne dessus. Dans les vêpres, l'ancienne thèse donc, nous représente les deux sources d'information à travers donc, les différents points qu'on vient de voir qui nous permettent de passer de la droite à la gauche, etc. Mais elle nous présente également comment cribler ces sources d'information. Parce que donc on a deux sources. On va vraiment schématiser ça, on va dire la gauche, on a la droite. Ici. Donc là, on a deux sources d'information. Maintenant, il nous faut donc passer au crible les sources. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Juste avec ces deux informations-là. Comment est-ce qu'on va cribler aux sources la gauche de la droite? Une idée, personne? On va commencer par sélectionner les journaux, tous les médias qui sont de gauche et ceux qui sont de droite. Ok. Donc déjà, à ce niveau-là, on va essayer de séparer la gauche de la droite. On va essayer de voir lesquels sont de gauche, lesquels sont de droite. Si on ne sait pas trop, on va essayer de retrouver le sujet. Peut-être qu'un autre journal dont on saura mieux s'il est de gauche ou de droite en parlera. On va pouvoir donc situer un peu plus les informations. Donc là, on commence à passer au crible les sources d'informations premièrement. Donc maintenant, on sait que ça, de toute façon, de manière générale, on va l'éliminer. Maintenant, on reste avec cette bonne source d'information, c'est-à-dire la gauche. D'après vous, je vais te poser la question directement, Sarah, est-ce que tu penses que dans la source de la gauche, tout est bon à prendre? Non. Non, je sais que tout n'est pas bon, qu'il peut y avoir des articles qui seraient presque de droite, mais faits par les reporters ou les journalistes de gauche. Donc, il faut sélectionner à l'intérieur des sources de gauche ce qui va correspondre à notre message. Tout à fait. Donc là, tu vas encore faire une division. Je vais mettre bonne source et mauvaise source, ok? Là, on va encore subdiviser la bonne source, la source de gauche. Parce que comme tu l'as dit, eh bien, on va avoir automatiquement des éléments, des sources qui ne vont pas être bonnes. Et donc, il faut pouvoir les connaître et pas forcément dire, de toute façon, c'est un article de gauche, c'est bon, je partage tout est bon. L'ancienne thèse, on a parlé. Elle a dit, par exemple, j'ai un article que j'ai envie de partager, vous savez, sur le média broadcast. Elle voulait le partager. Donc, elle a dit, c'est un article de gauche. Hein. Là, on parle d'un article de gauche. Elle a dit que l'article était très bon, mais il y avait ça là. 10% contre 90. 10% qui n'était pas bon. 10% qui n'était soit pas en accord avec le message qu'on prêche, soit qui était de droite, soit qui était une mauvaise conclusion, soit qui était sexiste. Parce que souvenez-vous, elle a dit que malgré tout, malheureusement, dans tous les articles, dans beaucoup d'articles en tout cas, les journalistes vont avoir tendance à se concentrer sur le mauvais point, par exemple le racisme, au lieu du sexisme. Si les deux sont présents dans l'histoire, ils vont avoir tendance à se concentrer sur le racisme plutôt que sur le sexisme. Donc il y a certains éléments qui vont soit pas être bons du tout, soit ne pas être corrects. Et donc là, c'est là qu'on va faire la séparation entre les deux. Soit on va prendre juste la partie de l'article qui est correcte, soit on va prendre la bonne idée de l'article sans forcément le citer entièrement. On va résumer ce que l'article va nous dire, mais en sachant qu'il y a là un warning, attention, tout l'article n'est pas bon. Ou attention, et ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être vraiment à différents niveaux. Ça peut être juste une petite phrase
on se dit « Ah, mince, là, on était en train de lire un article, on est super content, on a trouvé un super article sur le sujet qu'on voulait lire. » Et d'un seul coup, il y a une phrase qui casse un peu l'ambiance. Et on se dit « Mince, alors ça m'énerve un petit peu, c'est pas vraiment dans le cadre de ce qu'on est en train de dire, etc. » Donc c'est ça qu'on va faire. On va dire passer au crible les sources. Et donc ça va être ça la lecture latérale. On va prendre un article et on va le comparer, par exemple cet article-là. Je sais qu'il y a 10% qui sont pas bons, mais le sujet, si le sujet il a été abordé par un journaliste ou un site ou un journal, il va forcément avoir été normalement présenté par un autre. Donc on va essayer d'aller sur un autre article de la gauche qui parle du même sujet, voir ce qu'ils disent. Peut-être que là, il n'y aura que 2%, peut-être qu'il y aura 50%. Donc on va essayer de comparer, de voir les différentes sources, de pouvoir les passer au crible, de pouvoir les comparer. Et donc c'est cette lecture en latéral qu'on va pouvoir faire et qui va être importante pour pouvoir connaître la nature de la loi du dimanche, connaître les acteurs, connaître toute cette transition qu'on va faire par rapport à la droite et à la gauche. Notamment la nature de la droite et de la gauche, les enjeux qu'ils vont avoir, la morale qu'ils vont soutenir, etc. Ça va être important de se baser sur un article qui va, en fait je vais dire ça un peu, ça va être un peu grotesque, mais par exemple un article qui va pas dire, les femmes de toute façon doivent pas être égales aux hommes. Un article vraiment c'est un peu un gros exemple que je prends. Mais les articles qu'on va lire et qu'on va prendre vont nous affecter dans notre pensée, dans notre manière de voir les choses, et donc vont nous positionner bien ou mal du côté de la loi du dimanche. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la lecture latérale? Et est-ce que sinon c'est clair pour toi, Sarah? Un peu plus clair? Totalement. Merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à la lecture latérale que j'ai peut-être pas abordée? Ou est-ce que c'était bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc là, elle nous présente la lecture latérale. On a des sources d'informations, il faut qu'on fasse attention pour savoir comment arriver à la loi du dimanche, quelle sera la nature, les acteurs, comment se positionner par rapport à la droite et à la gauche. Donc en fait, c'est tout le sujet des vêpres. Le sujet des vêpres, ça va être à propos, d'ailleurs dans les vêpres, elle utilise différents articles, elle va utiliser différentes histoires. Par exemple, même dans la vêpre numéro 4, elle va présenter l'histoire de ce shop de gâteaux qui ne voulait pas vendre des gâteaux aux homosexuels, etc. Donc en fait, en suivant la source d'information qu'on va prendre, ils vont nous donner différents points de vue, différentes idées, et ils vont pouvoir, c'est ce qui va nous positionner du bon côté de la loi du dimanche ou du mauvais côté. Elle nous présente ça. Alors, je vais partager 2 minutes mon écran pour revenir un petit peu, pour revoir un petit peu... On le voit pas? Non, mais moi je... Ah, ok, d'accord. C'est bon, vous le voyez? J'entends personne. Oui, on voit, Ok, Lisa. ok, Oui. j'ai eu peur. Ok, du coup, voilà, on a vu différents points. Donc, on n'est pas trop rentré dans l'histoire de 1888, mais ça se recoupe avec l'histoire simple et compliquée. En fait, c'est ce qu'elle voulait nous montrer, que l'histoire était plus compliquée que ce qu'un adventiste normal peut penser, justification par la foi, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'elle veut nous présenter. Ensuite, on a parlé donc de la lecture latérale et du passage au crible des bonnes sources d'information. Donc, n'hésitez pas à relire à la suite de cette vêpre et à la suite de toutes les vêpres d'ailleurs, de relire la vêpre, de voir d'après ce qui a été présenté, est-ce que vous comprenez mieux et où est-ce qu'il vous reste des questionnements. Parce que c'est comme ça que vous pourrez avancer. Si vous utilisez uniquement la présentation, qu'on vous fait par exemple, comme aujourd'hui le samedi après-midi, sans retourner vers la vêpre pour voir si oui ou non le point a été compris, si oui ou non vous pouvez l'expliquer, et si oui ou non, alors je ne dis pas en faire une présentation, mais si pour vous-même vous pouvez vous l'expliquer, et si vous avez encore des questions. Parce que si vous avez encore des questions mais que vous vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas lu la vêpre, en fait vous n'allez pas avancer malheureusement bien loin. Vous allez avoir des questionnements qui vont se retrouver plus tard dans d'autres vêpres, parce que souvenez-vous, on construit, sur les vêpres, on construit les unes sur les autres. Donc au bout d'un moment, vous allez avoir une lacune, un manque. Donc franchement, je vous encourage
après les vêpres, après la présentation, soit en fin de sabbat ou alors durant la semaine, de relire la vêpre et de voir si ce qui a été expliqué était clair, si vous manque des informations. Comme ça, on peut revenir dessus sur les prochaines vêpres. Notamment, par exemple, parce que Natacha reviendra de toute façon sur cette vêpre, donc vous pourrez reposer des questions. Mais également parce que la vêpre 5 reprend également des points de la vêpre 4. Donc voilà, vous pourrez malgré tout revenir, vous ne pourrez pas dire « mince, j'ai loupé, c'est trop tard », etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que je vous encourage à faire. Ensuite là, il nous est parlé de la question posée, donc la raison du changement de la droite vers la gauche. Donc là, on a parlé des 4 sujets qui nous ont permis de faire ce changement et on va voir encore pourquoi est-ce qu'on a fait ce changement, notamment par rapport à l'éthos, liberté, égalité, de la droite et de la gauche. Ensuite, on a vu donc 2018, donc on n'est pas rentré forcément dedans, mais on voit l'année de transition de la droite vers la gauche. C'est là qu'on a commencé à transitionner et qu'on a vu donc commencer à avoir les 4 sujets de prophétique, donc qui sont les 2 sources d'information, qui ont permis donc de faire ce changement, les différents points qui nous ont permis de faire ce changement. Ensuite, les 4 sujets prophétiques requièrent un changement d'idéologie politique difficile et s'attaquent à la culture. Donc on voit vraiment ce changement de droite et de gauche, eh bien ça peut sembler être une attaque à la culture, ça peut sembler être une attaque à nos pensées et à notre fonctionnement. Et ensuite, Dieu doit préparer le monde entier pour les événements de la loi du dimanche. Donc là, on a vu bien comment y arriver, la loi du dimanche, etc. Et que ces sources d'information, notre positionnement sur la droite ou la gauche, nous permet ou non d'être prêts pour la loi du dimanche. Ok ? Et là, du coup, on va rentrer maintenant dans l'éthique de la droite et de la gauche. Alors, on ne va pas rentrer forcément dans la liste des noms qui définissent la position de la droite et les positions de la gauche. On va plutôt rentrer dans les caractéristiques et une liste, mais un peu différente. C'est pour ça que du coup, je vous encouragerais à relire de toute façon la transcription. Et donc, on terminera donc par l'éthos de la droite et l'éthos de la gauche, donc la liberté, l'égalité, et voir un petit peu ce changement qui a été fait. Alors, je vais arrêter le partage. Non, pas ça. Hop. Alors, lorsqu'on parle d'éthos, donc c'est l'éthique, hein, c'est la moralité, c'est l'éthique que va représenter un groupe en particulier. Donc là, on sait qu'on parle de la droite ou de la gauche. Donc quand on parle de l'éthos ou de l'éthique, c'est ce qui va les représenter, ce qu'ils vont pouvoir montrer. Quelles sont les différentes... alors je vais effacer ça. Je vais refaire encore un tableau droite-gauche. Et l'ancienne Tess avait fait cet exercice. Et donc on va le refaire un petit peu pour revoir les différents éléments. Alors, on va mettre gauche. Là et droite là. Et je vais vous demander, il faut que je continue comme ça, à peu près. Je vais vous demander quelles caractéristiques vous donneriez, par exemple, à la gauche ou à la droite. Par exemple, à la gauche, je vais donner un exemple simple, mais on y retournera de toute façon. Par exemple, lorsqu'on parle de l'éthos, on a dit qu'il y a l'éthos de la liberté, l'éthos de l'égalité. Lequel est de gauche, lequel est de droite? La liberté, elle est de droite. Ok. Donc du coup, l'égalité est de gauche. Et on va voir, parce que là, du coup, elles sont un peu mises en opposition, mais on va voir que l'égalité et la liberté ne sont pas forcément en opposition, mais on va voir, lorsqu'elles le sont, qu'est-ce qui doit se passer. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qu'on pourrait aligner pour la droite et la gauche? Ou pas? Un grand gouvernement à la gauche. Alors, je vais noter, puis après, tu vas expliquer. Donc, grand gouvernement. Donc, j'imagine que tu veux mettre en parallèle Oui, le petit. un petit. Alors, est-ce que tu peux expliquer brièvement? Parce que c'est un point, je pense, qu'on associe... C'est un point que, personnellement, en tout cas, avant que l'ancienne Tess le présente, j'avais pas forcément associé à la droite ou à la gauche. Je sais pas si c'était le cas pour vous,
Mais je comprends l'idée un petit peu, mais j'avais pas forcément associé. Donc si tu peux l'expliquer brièvement, parce que je suis sûre qu'on comprend peut-être pas tous le point. Au niveau de la gauche, on essaie d'avoir une représentation de toutes les sensibilités. Donc ça demande un plus grand gouvernement pour que toutes les sensibilités soient représentées. Et à ce moment-là, un contrôle de tout ce qu'on voudrait. Donc ça demande plus de personnes pour pouvoir vérifier, contrôler et que personne ne soit lésé. Qu'il n'y ait pas de biais. Tandis que sur la droite, donc, c'est la liberté. Donc à ce moment-là, on ne s'arrête pas sur tous les détails. Ok, merci. L'explication était assez claire. Chimène rentrera sur ce point-là de toute façon. Elle le présentera. Donc si vous avez des questions, parce que c'est pas forcément un principe qu'on connaît forcément. Déjà, on n'est pas forcément familier avec la droite et la gauche américaine. C'est pas exactement pareil que la droite et la gauche d'autres pays. Donc de penser à cette idée de petit gouvernement, grand gouvernement, peut-être qu'on est familier avec, peut-être pas dans ces termes-là. Donc on reviendra plus tard, Chimène parlera de ce point plus tard. Donc vous pourrez, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on reviendra dessus de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut mettre en parallèle pour la droite et la gauche? Pour la droite, Sonia, la nature patriarcale. Mince. Ok. Patriarcat. Ok. Que tu mets en parallèle avec? Avec peut-être le socialisme, non? La progression. Il y a progression aussi, il y a socialiste, démocrate. Oui, alors. Non, ça sera progressiste. Hein? Là, tu relistes un petit peu ce que l'ancien. Pour les droites. Tu relistes un petit peu ce que l'ancienne thèse a donné, mais si on doit mettre ça en parallèle, on pourrait mettre vraiment, c'est-à-dire c'est quoi l'opposé du patriarcat? Si on veut mettre l'opposé du patriarcat, j'ai entendu dire Chimène dire la progression. La progression, oui. Non, mais les progressistes. On peut aussi mettre l'égalité. Pour moi, c'est différent. Mais enfin, bref. De quoi? Vas-y, dis. Je suis d'accord. Pour la droite, on peut dire Allez-y. nationaliste, démocrate. Gauche, nationaliste pour la droite et pour la gauche, on peut mettre démocrate. Tout à fait. Alors, juste pour revenir sur ce point-là, de patriarcat, je l'aurais mis plus en opposition à l'égalité, mais on peut également voir la progression dans le sens où on ne reste pas forcément sur cette idée de patriarcat. Mais tout ce qui est, je ne sais plus le terme, pas progressivité, ce terme de progression est encore différent, je dirais. C'est pas exactement la même chose, mais on pourrait mettre égalité en contraste également avec le patriarcat. Alors, quelqu'un d'autre, j'ai entendu dire nationalisme. Donc, j'imagine qu'on le met ici. Qu'est-ce qu'on mettrait en contraste? Démocrate. Alors, on pourrait mettre démocrate, j'aurais plus mis en contradiction avec républicain. Mondialisation. On peut mettre multilatéral. On peut mettre la mondialisation. Il y en a qui sont vraiment nationalistes et d'autres, cette idée de mondialisation. Donc là, on peut mettre... j'ai oublié. Démocrate. Mince. Capitaliste, c'est dans la droite. Républicain. Donc on peut mettre... Valeurs morales. Oui. Les valeurs morales. Que tu aurais mis où? Ok. Et à la gauche? Travailleur. Robert, t'aurais mis quoi à la gauche? En contraire de valeur morale? Donc on a les valeurs morales et les valeurs chrétiennes qui soutiennent... On peut mettre les gauches quoi, là, pour la gauche? Alors t'aurais mis quoi après à droite?
Oui, puisque vu les valeurs morales, ils les Ah, élèvent, tandis que la gauche te donne le choix. ah ok, je n'avais pas vu que tu le mettais Voilà, en contraste avec ça. voilà, oui. On pourrait mettre ça. Libre choix. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Pour terminer, on va pas toutes les prendre, mais est-ce qu'il y en a une dernière par exemple? Moi, pour faire opposition aux valeurs morales, les valeurs morales, elles sont très clivantes. Ce sont des valeurs qui provoquent les séparations. J'aurais mis des valeurs humanistes en face de valeurs morales. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Donc ça. Ok. On peut mettre union Église-État pour la droite et séparation à gauche. Union, Église, État. Séparation Église-État. Elisa, est-ce que c'est une valeur, hein, De quoi? ce que tu viens de marquer? Est-ce que ça rentre dans une valeur? Tu dis ce qui représente Oui. la droite. Oui, oui, Maintenant, oui. on sait que la droite, c'est pas uniquement les protestants. Donc, est-ce que si on met union Église-État, c'est pas Mais non, on rentre plus dans ce qu'ils font après. réducteur? C'est vrai qu'après, si on met ça, on Donc, rentre plus dans... c'est juste une pensée, hein. C'est vrai qu'après, si on met ça, on rentre plus dans ce qu'ils font, etc. Donc bon, on va l'enlever celle-ci pour ça. Je pense que ça représente pas mal l'un et l'autre, ce qu'ils sont en tout cas. Donc, lorsqu'on doit donc parler de la gauche et de la droite, c'est quoi l'éthos de la droite, c'est quoi l'éthos de la gauche? On en a déjà parlé, on l'a déjà mentionné, hein, mais... Non, c'est pas ça. Ethos, droite. C'est liberté, Ethos, gauche. Alors la droite, on a dit... Alors, est-ce qu'on peut zoomer La liberté, liberté, et la gauche, c'est l'égalité. Alors, je vais vous demander... Donc je laisse zoomer sur le tableau. Je vais vous demander de définir, pour moi, ce que ça veut dire que l'éthos de la droite, c'est la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est leur éthos et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des idées? Pourquoi est-ce que l'éthos de la droite, c'est la liberté? C'est la liberté de faire ce que l'on veut dès qu'on ne nuit pas à l'autre. Ok. Donc ça veut dire que ta liberté est limitée, c'est ça? Oui, Sans limite, dès qu'il n'y a pas une atteinte à l'intégrité d'une autre personne, donc tu peux faire ce que tu veux et sans limite. Pourquoi? Donc ça veut dire que, par exemple, si je te donne un exemple, moi j'ai la liberté de, par exemple, bon je donne l'exemple parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui est dans la vêpre, j'ai la liberté de vendre des gâteaux, par contre moi je ne veux pas en vendre à des homosexuels, mais la droite va dire, vu que ça, de toute façon ça enfreint, enfin ça affecte la personne si je lui en vends pas, et bien du coup il faut que je lui en vende. Parce que du coup, ça commence à rentrer dans la liberté de l'autre personne, c'est ça? Donc, ils vont vendre des gâteaux aux homosexuels. Non, parce que c'est toi qui as fait ton investissement, tu as acheté ton matériel, c'est sous ton terrain, et que bon, tu es libre donc de le faire et de ne pas le faire depuis que tu as l'homosexuel, parce que c'est tes affaires. L'homosexuel n'a qu'à aller chercher ses affaires ailleurs. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi.
Donc ça veut dire que, je termine sur ce point-là avec toi, ça veut dire qu'en fait, même si ça affecte une autre personne, c'est ma liberté. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a même pas la limite en fait Je fais ce de... que je veux. C'est ça, il n'y a même pas la C'est ça. limite de l'autre personne en fait que je vais affecter. Vous voyez? L'autre personne n'a qu'à aller trouver ce qu'il a besoin ailleurs. Puisque c'est toi, c'est ton investissement, c'est ton argent, c'est ton terrain, C'est ton droit. C'est ton droit, c'est ta liberté. Tu es libre. C'est dans la liberté, oui, oui, uniquement. Et lorsqu'on y réfléchit, qu'on ne voit pas forcément l'autre côté de l'égalité qui peut causer un problème, techniquement on pourrait se dire oui, ils ont raison, enfin, c'est à eux, ils ont le droit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'a pas forcément cette idée opposée qui nous recadre un petit peu de l'égalité, mais en fait quand on lit cette partie-là dans les Vêpres, on peut dire oui, en fait ils ont droit. Genre l'exemple qui est donné également dans les Vêpres, c'est cette entreprise, cet homme qui a une entreprise, mais s'il n'a pas envie d'employer une femme, ben il a le droit en fait, c'est son droit. Est-ce que c'est une question de liberté ou d'égalité? Vous voyez, c'est ça qui est présenté. Il a le droit, il a la liberté. Maintenant, définissez-moi l'éthos de la gauche, l'égalité. Pourquoi est-ce que eux, c'est leur motto, c'est leur... pourquoi est-ce que c'est le drapeau qu'ils brandissent? Pourquoi? Parce qu'eux, ils se préoccupent des autres. Oui. À l'inverse, enfin, par rapport à la droite, eux, ils disent que en fait, on doit faire attention à l'autre, mais en fait, j'aurais envie de reprendre la phrase qu'il a dit Robert au début. C'est comme si ta liberté s'arrête à partir du moment où eux, ils considèrent qu'il y a une limite dans la liberté et que à partir du moment où tu n'atteins pas la liberté de l'autre, tu es libre. Je ne sais pas si c'est bien ça. Oui, si. Du moins, ça consiste à traiter les personnes de la même façon, de la même manière, identique, quoi. Tout à fait. Donc, au niveau de l'égalité, il y a la discrimination en fait qui va entrer en jeu. Puisque là, la liberté va discriminer. Tandis que l'égalité, on enlève cette notion-là. On doit pouvoir, l'homosexuel va pouvoir acheter le gâteau chez n'importe qui, parce que sinon, il est discriminé. Tout à fait. En fait, si je reprends l'exemple de l'entreprise qui n'a pas voulu embaucher la femme parce qu'il n'avait pas envie, la droite qui se concentre sur la liberté va dire en fait, moi je l'engage pas, c'est pas parce que je suis sexiste, c'est parce que j'ai le droit de ne pas. Vous voyez? Mais la gauche, elle va, vu qu'elle est concentrée sur la liberté, elle va se dire, ok, tu dis que c'est ta liberté, mais en fait, au plus profond, c'est un problème d'égalité. Tu vas embaucher des hommes, mais tu veux pas embaucher des femmes parce que tu dis que c'est ta liberté. En fait, là, il va ramener, comme tu disais Robert, la discrimination là-dedans. Tu es en train de discriminer. C'est du sexisme. T'es pas dans l'égalité. Donc en fait, ceux de droite vont pas forcément se dire oui, je suis sexiste. Ils vont dire non, c'est juste ma liberté en fait. Donc vous voyez, ça peut être déguisé. Parce qu'eux, ils vont même pas se dire moi je fais ça parce que je suis sexiste en fait. Ils vont tout simplement dire je fais ça parce que j'ai la liberté. Celui qui avait le magasin de gâteaux là, il va pas forcément se dire je le fais pas parce que j'aime pas les homosexuels. Il va se dire je le fais pas parce que je veux avoir la liberté de pas le faire. Ça se trouve, il aime les homosexuels. Bon, c'est pas le cas dans cette histoire, mais ça se trouve, il aime les homosexuels en fait. Mais ils veulent juste se dire, je veux pas le faire pour me dire, en fait, j'ai le droit de ne pas le faire, c'est tout. Mais ils relient pas ça. Leur problème, c'est qu'ils ne relient pas tous ces problèmes-là. Vu que l'égalité, c'est pas leur point de bataille principal, mais en fait, ils vont pas relier ça à l'égalité alors que c'est relié profondément à l'égalité. Vous voyez ? Là, on a la liberté. On va faire une petite balance. Donc là, on a la liberté et l'égalité. Est-ce que la liberté, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Non. Parce que... Puisque Dieu nous a donné le libre arbitre, donc c'est pas si mauvais que ça. Exactement. La liberté, c'est pas mauvais. Ok, on est d'accord. Hein, on n'est pas en train de dire que parce que la droite, elle soutient la liberté, mais on ne doit pas accepter la liberté. C'est pas ce qu'on dit. L'égalité, elle est très bien aussi. Tant que, là,
C'est équilibré. Tant qu'il n'y en a pas un qui submerge l'autre ou qui passe au-dessus. Si jamais entre les deux, il y a un conflit, qui doit dominer? L'égalité. L'égalité. Sinon, on va se retrouver à faire des discriminations. Chacun va faire ce qu'il veut parce qu'il en a la liberté. Et il n'y a plus de règles. Ok? Donc, dès qu'il commence à y avoir un déséquilibre, c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes. C'est là qu'on va commencer à voir, ok, eh bien là on va mettre par exemple, là c'est la liberté qui est au-dessus parce qu'elle est plus lourde. J'ai fait ça comme ça, voilà. La liberté qui compte par rapport à l'égalité, là on va se retrouver à droite. On sait qu'il y a un conflit entre les deux. L'idéal c'est que tous les deux soient égaux, c'est logique. Enfin, c'est l'égalité, que la liberté et l'égalité soient au même niveau. Mais on sait que c'est pas le cas. Donc si la liberté pèse plus, on est de la droite. Si l'égalité pèse plus, on est de la gauche. Ok? Sans forcément que l'un ou l'autre soit mauvais. C'est vraiment que... en fait, malheureusement, il y a... L'humain, l'homme, a malheureusement mis une séparation entre les deux, de sorte que si j'ai ma liberté, ça veut dire qu'en fait, je peux soit affliger les autres, en fait, les faire souffrir parce que moi, j'ai ma liberté. Ok? Moi, je pense que l'on retrouve dans l'égalité un sens profond de la véritable justice qui n'existe pas dans la liberté. Je suis d'accord. C'est ainsi que je comprends tout ça. Je suis d'accord. Est-ce que je peux dire aussi ce que je comprends? Dis, vas-y. Moi, ce que je comprends, c'est que, oui, c'est Guylaine, c'est l'égalité, elle se préoccupe effectivement plus du besoin des autres, donc elle est tournée vers les autres, tandis que la liberté, elle est plus tournée vers soi, vers ses propres intérêts. Et le propre de Dieu, durant tout ce qu'il a fait dans son ministère, il était toujours tourné vers les autres, aucunement vers lui. Voilà, c'est ce que je comprends et ce que je ressens. Tout à fait. Notre liberté est importante, mais tant qu'elle ne fait pas de mal aux autres, en fait. Il y avait la phrase... Il y avait cette phrase très connue de, en fait, si tu veux dire quelque chose, même si je ne suis pas d'accord avec toi, je soutiendrai 100% ton droit de dire, ta liberté de dire la chose que tu veux dire, même si moi je ne suis pas d'accord. Donc ça, en fait, c'est basé sur ce principe de liberté. Mais imaginez ce qu'il dit, en fait, c'est pour rabaisser les femmes. Est-ce qu'on va soutenir son droit de le dire? Tout ça parce qu'il a la liberté. Parce que là, il est en train de mettre la liberté au-dessus de l'égalité. Il est en train de dire, voilà, maintenant, voilà, les femmes sont rabaissées, les femmes ne sont pas égales aux hommes, c'est ma liberté de le dire, voilà, peu importe, c'est pas basé sur l'égalité ou pas, mais en fait, si ça l'est basé, parce qu'il est en train de mettre la liberté plus haute que l'égalité, donc là, il est de droite. Je peux dire quelque chose? Vas-y. Merci. Alors, la liberté, effectivement, défend une certaine défend l'individualité au mépris, en fait, de l'égalité du groupe, enfin du droit en général. Alors que, effectivement, elle te donne l'illusion de défendre justement une certaine égalité, alors qu'en fait, elle est plus individualiste qu'autre chose. Tout à fait. Voilà. Contrairement, justement, à l'égalité, qui défend le droit global et en même temps la liberté de chacun. Voilà. C'est deux schémas qui semblent se ressembler, mais qui sont opposés. C'est une espèce de chiasme, en fait. Voilà. C'est un peu... Vas-y. La liberté dans nos pays, c'est important, puisque on a besoin de la liberté de la presse, on a besoin de la liberté de penser, et c'est que sinon on serait dans un état totalitaire. Donc, et que la Constitution américaine a été pensée comme cela, sur la notion de liberté qui a permis le développement du pays.
Bon, maintenant aussi, il y avait aussi cette notion de ne pas discriminer qui est apparue au fur et à mesure. On a vu avec le 14e amendement qui est venu pour éviter tous les dérives. La liberté en Chine, on sait que ça n'existe pas en URSS. Donc, c'est quand même important, la notion de liberté. Oui. Bon, maintenant, nous, par rapport à la vision prophétique, nous comprenons que nous devons aller vers l'égalité, mais on doit pouvoir être à même de s'exprimer afin d'évoluer dans notre vision, dans nos pensées. Sinon, si on va se dire, OK, à cause de l'égalité, on a la bouche fermée, on ne peut pas parler. Bon, parfois, c'est dans l'échange qui va nous permettre d'arriver à comprendre, à évoluer. C'est ça, l'égalité est là pour nous permettre d'apprendre à évoluer. Bon, la liberté d'expression doit exister aussi. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a dit ici que l'idéal, c'est que ce soit égal, en fait. La liberté est importante, la liberté, Dieu nous l'a donnée, etc. Mais malheureusement, on n'est pas dans un monde où c'est égal. Donc, si il y en a un qui doit primer sur l'autre, c'est l'égalité, en fait. Mais la liberté est tout aussi importante, en fait. Ceux qui sont dans l'égalité considèrent cette liberté, alors pas la liberté où je fais ce que je veux, je m'en fiche des autres, mais la vraie liberté, dans ce cas-là, est considérée et est mise en place au même niveau que l'égalité dans ce cas-là. Mais pas dans cette idée je fais ce que je veux, etc., c'est moi qui domine, etc. On n'est pas dans cette idée-là d'égalité dans ce cas-là. JB, ce que tu disais par rapport à cette idée d'individualisme et de collectivité, etc., à un autre niveau, ça reprend un petit peu cette idée de nationalisme, d'individualisme et de nationalisme, où en gros c'est un peu chacun pour soi, on est un peu fier, etc., de son pays, et ça reprend un petit peu cette idée-là, mais à une échelle différente. Alors, si jamais, quelqu'un voulait dire quelque chose ? Si jamais on ne savait pas forcément, donc là, pour reprendre brièvement, le Seigneur veut nous montrer comment arriver à la loi du dimanche, qu'est-ce que la loi du dimanche, etc. Donc il nous amène aux acteurs en fait, il veut nous présenter les acteurs pour qu'on puisse savoir de quel côté se mettre. Donc il nous présente la droite et la gauche, il nous montre comment, à travers les sources d'information, passer de la droite à la gauche, donc c'est à travers ces différents sujets qu'il nous a donnés. Et ensuite il nous présente ce que ces différents acteurs font, ou ce qu'ils sont, etc. Pour qu'on puisse savoir se positionner. Alors, en 2018, donc ces 4 sujets ici, donc c'était donc en 2018. En 2018, Dieu nous a demandé de changer de la droite à la gauche. Est-ce qu'on avait compris ça ou pas encore ? Non. On n'avait pas encore compris ce principe de liberté, égalité, ou en tout cas pas de cette manière. C'est-à-dire qu'en fait là, en 2018, Dieu nous a dit, vous changez de la droite vers la gauche. Donc si on doit changer de la droite vers la gauche, mais sachant que la droite et la gauche ont des principes chacun différents, eh bien en fait on ne devrait même pas se poser la question de est-ce qu'on doit prioriser la liberté ou est-ce qu'on doit prioriser l'égalité. Parce que Dieu nous a déjà dit qu'on doit être à gauche. Il nous a dit, je vous donne tous ces messages, par rapport à la loi du dimanche, vous allez à gauche. Donc en fait, naturellement, vu que Dieu nous a dit d'aller à gauche, il ne peut pas nous dire, ok, vous allez à gauche, mais vous gardez la liberté d'ici. Si on va à gauche, automatiquement, c'est l'égalité, vu que c'est l'éthos de la gauche. Est-ce que c'est clair ? S'il nous demande de passer vers la gauche, on aurait dû savoir instinctivement, quand le sujet de la liberté versus égalité est arrivé, qu'on était du côté de l'égalité, en prime, le sujet qui devait primer. Alors, je sais que dit comme ça, et donc pour beaucoup de sujets, que ce soit pour le sujet de l'homosexualité, que ce soit pour le sujet, par exemple, de la liberté, égalité ici, c'est très vague pour nous, parce qu'on n'a pas forcément d'exemples qui nous touchent. C'est vite abstrait. On dit oui, bah oui, bien sûr, il doit vendre son gâteau à l'homosexuel, c'est logique, etc. Mais on pense pas forcément... si ça nous arrive dans des situations particulières, lequel est-ce qu'on choisirait ? Ça, c'est une question que je pense qu'on pourrait se poser et savoir en fait lequel est-ce qu'on prime entre les deux, principalement.
Normal, oui. Excuse-moi. La réponse est simple. Il suffit juste de savoir, enfin de se mettre à la place de l'autre, tout simplement, de la victime. C'est la règle, l'essence même de la règle d'or. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vas-y. Je disais, même si c'était la gloire, on avait les initiales éternelles qui venaient biaiser toute notre vision, du style homosexuel, jamais on l'aurait accepté encore, parce que malgré, on avait le message qui était là. Tout à fait. Et même aujourd'hui, en fait, je pense que le point que je veux présenter, c'est que même aujourd'hui, même si on a ce message, par exemple, bon, du message homosexuel, parce qu'on en a parlé, jusqu'à quel point est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'accepte qu'intellectuellement? Ou est-ce qu'on l'accepte effectivement également dans notre cœur? Est-ce que c'est juste une acceptation intellectuelle ou également une acceptation spirituelle et dans le cœur? Je pense que c'est la question que je veux vous laisser. Il y aura des exemples qui seront donnés par la suite lorsqu'on rentrera plus dans les prochaines présentations dans cette question de liberté versus égalité. On donnera plus d'exemples. Il y en a plein. Il y a cette histoire de Cake Shop, le magasin de gâteaux. On peut voir également plus récemment le même exemple avec Twitter. Maintenant qu'il est privatisé, on voit une montée d'injures raciales qui sont dites parce que maintenant ils ont la liberté de le dire. Donc on voit que cette question de liberté et égalité nous affecte tous les jours, de plus en plus, et que c'est vraiment, faut vraiment se positionner d'un côté ou de l'autre en fait. Elisa, c'est Muriel. Vas-y. Tu parlais d'exemple, il y a quelque chose, il y a un exemple qui m'est venu. Tu sais, avant, quand on était dans l'église, et même avant qu'on comprenne que la loi du dimanche ne serait pas samedi dimanche, on aurait été tous contents d'avoir les prières dans les écoles et d'étudier la Bible même. Parce que pour nous, il fallait qu'on imposait en fait Dieu. On devait avoir cette liberté. On voulait avoir cette liberté-là, tu vois. Tout à fait. Et donc du coup, quand Dieu nous fait changer de côté, on réalise qu'en réalité, on était de droite et on imposait notre conception aux autres. Tout à fait. Tout en disant qu'on aimait Dieu et qu'on aimait l'autre, mais on lui imposait notre sabbat, on lui imposait notre conception en fait du monde. Parce qu'on avait une conception très religieuse et très chrétienne adventiste du monde. Et Dieu nous fait sortir de là et nous dit, en fait non, tous les êtres humains sont libres. Et ils ont le droit d'être athées, ils ont le droit d'être bouddhistes, ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent en fait. Et c'est là où on voit qu'on avait une mauvaise compréhension de 1880. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. On voit qu'en fait ça affecte tout en fait. Tous les différents points, on peut y retrouver la liberté versus l'égalité. En tout cas. Alors donc voilà, j'ai résumé tout à l'heure un petit peu, donc en rappelant que notre thème principal pour tout, vous devez vous dire, c'est la loi du dimanche. Donc s'il y a un point que vous ne comprenez pas forcément ou que vous voyez pas pourquoi est-ce qu'il est là, la question qu'il faut vous poser, ou que vous pouvez poser si vous ne comprenez pas, c'est comment c'est lié à la loi du dimanche. Parce que c'est vraiment notre but ici. Comment c'est lié à la loi du dimanche? Donc on a vu l'histoire simple versus complexe dans les premières vêpres. C'est pour nous montrer que la loi du dimanche est beaucoup plus complexe que ce qu'on le pensait. L'ancienne Thèse a donné des exemples. Ensuite, on voit donc le Daniel 11:41, donc la loi du dimanche. On voit comment est-ce que pour comprendre la loi du dimanche, pour être du bon côté, on doit avoir une compréhension de l'externe. On doit avoir cette compréhension de l'externe. On a vu 4 sujets qui nous permettent de faire cette transition de la droite à la gauche, de comprendre l'externe. Et donc, en comprenant l'externe, on comprend qu'il y a 2 principes qui les dirigent. Donc la droite, ça va être la liberté, la gauche, ça va être l'égalité. Et ensuite, on commence à comprendre comment est-ce que ça se joue, lequel faut préférer, j'ai envie de dire, lequel faut ne pas négliger, en tout cas si les deux sont en guerre, lequel faut mettre en prime, en principal. Tout ça pour nous permettre de nous positionner du bon côté, d'avoir et de suivre les bonnes sources d'informations, de pouvoir les repérer, les choisir,
et donc comprendre ce principe de liberté, d'égalité. On y reviendra encore, il y a encore beaucoup de vêpres, ou en tout cas on en parlera pendant quelques vêpres encore de ce sujet de liberté versus égalité. Donc si vous avez encore des questions, on pourra revenir là-dessus sans souci. J'espère que ça a été clair pour cette partie. C'est peut-être pour certains d'entre vous une révision, peut-être pour certains d'entre vous une première vision, en tout cas à cette liberté, à cette égalité, à ce virement de droite vers la gauche, pardon. J'espère que ça a été clair. Et ben, je vous invite à terminer par la prière, s'il n'y a pas de questions. C'est bon ? Merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous as accordée. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Seigneur, tu vois la lutte que chacun d'entre nous vivons sur la terre. Cette lutte entre l'égalité et la liberté. Cette lutte qui est en place depuis déjà beaucoup d'années. Seigneur, permets-nous de nous placer du bon côté, de pouvoir comprendre également pourquoi tu veux que nous nous placions de ce côté-là et de pouvoir en comprendre toutes les implications, non seulement dans nos vies, mais également dans l'histoire politique, dans tout ce que nous regardons sur les informations. Aide-nous à pouvoir, pouvoir bien séparer et suivre les bonnes informations. Je te remercie, je te prie d'être avec chacun d'entre nous ici, afin que nous puissions toujours mieux comprendre ce sujet que tu développes face à nous et devant nos yeux. Merci encore de ton amour pour chacun d'entre nous et merci pour cette fin de sabbat, ce début de sabbat, selon là où nous nous trouvons. Au nom de Jésus, Amen. Thank you.